Batman Chronicles, les 2 tomes de l'année 1987, première prise. Je devrais faire plus souvent des trucs avec 2 tomes, comme ça je pourrais en faire un clap. Car oui, après une petite pause, eh bien, il est tout simplement temps que l'on reprenne le rythme, on va dire, et donc une première impression. Une première impression qui va être largement longue, parce que je vais vous parler en fait de quelque chose qui, mine de rien, me plaît énormément. Et c'est la nouvelle collection d'Urban, Chronicles. Parce que j'espère que ce sera pas juste Batman Chronicles, mais Chronicles pour plus de choses. Mais avant de parler plus en détail de ceci, on va parler un peu plus en détail, et bien finalement de comment on en est arrivé à ceci. Parce que clairement l'idée est bien de publier l'intégrale des histoires d'un personnage sur une année, c'est mine de rien une idée qui remonte à loin. Et je dirais en France, ça remonte forcément à Panini et ses intégrales. Voilà. Alors certes, parfois il y a plus d'une année, mais bon, c'est parce que le surfeur il a pas eu beaucoup d'histoires à cette époque, donc du coup 66-69. Voilà. Ce format-là, purement français, a aussi ses racines, mine de rien, du côté américain de l'édition. Marvel a par exemple pendant très longtemps publié les Masterworks, d'ailleurs continue à les publier. Là, bon, c'est une version moins chère que ce que tu peux trouver de plus classieux, mais voilà, c'était l'idée de republier les vieux numéros dans une forme plus simple à lire. Par exemple, là, j'ai les 10 premiers numéros des Avengers. Marvel a aussi, depuis pas mal d'années, 2 autres formats qui, on va dire, complètent la proposition des Masterworks. Par exemple, il y a les Essentials, pour en fait tout simplement ceux qui n'ont pas vraiment malheureusement les moyens, parce que les Essentials sont largement fournis en contenu, comme vous le voyez, mais malheureusement sont uniquement en noir et blanc pour, on va dire, des questions de coût. Il y a aussi une deuxième collection chez Marvel qui est, selon moi, beaucoup plus intéressante, qui est les Epic. Donc c'est les Epic Collection, en fait, on va pas forcément regrouper tout, mais on va regrouper une énorme partie quand même, donc qui va pas sortir par ordre chronologique, mais qui va sortir un peu au petit bonheur la chance, mais en couleur, et on va dire avec des idées thématiques derrière. Voilà, par exemple, cette collection-là, donc du Punisher, va en fait beaucoup être reliée autour de la mini-série en 6 numéros qui s'appelait Capital Punishment, où en fait le Punisher faisait un peu le tour des capitales d'Europe, en tout cas une partie, parce que bien sûr c'était un numéro par capitale. Donc oui, on a le PUBU à Paris, et c'est pour moi vachement mieux que Batman Europe. J'avais toute une vidéo prévue là-dessus il y a bien longtemps, c'était censé être une vidéo anniversaire, je sais pas, vers le 3e ou 4e anniversaire, et puis j'ai pas pu la faire. Un autre exemple de contenu thématique dans la Epic Collection, c'est par exemple Doctor Strange, donc le sorcier suprême Afterlife, bien qui reprend tout simplement toute cette période où le Doctor Strange est attifé très bizarrement à la Matrix. Comme ceci. Voilà. À noter que tout récemment, Panini a sorti, on va dire, l'équivalent de la collection Epic, justement par chez nous en France, donc avec toujours cette idée de sortie, pas forcément dans l'ordre chronologique, un peu comme on veut, un peu comme on peut, voilà. Je vais sans doute faire un retour aussi sur les Epic, même si, voilà, comme Batman Chronicles, j'attendrai d'en avoir plusieurs, parce que pour l'instant, je n'ai acheté que celui-là. J'avais déjà un peu tout ce qu'étaient les origines de Spidey ailleurs. Je me suis dit que c'était pas tant la peine d'avoir tant de doublons que ça, surtout que j'en ai pas mal des doublons, vous allez le voir dans cette vidéo. Et là, je pense que vous allez me dire, mais SN, tu parles que de Marvel alors que Batman, jusqu'à preuve du contraire, il est chez DC. Pas tout à fait dans le sujet.
Oui et non. En fait, tout est un peu lié, parce que pourquoi est-ce qu'on n'a pas tenté ça pour DC avant en France? Ça va être un peu ça mon propos conducteur, et c'est justement à cause de Marvel. Il faut savoir que chez nous, DC a été beaucoup moins publié que Marvel. C'est un fait. Voilà. Malheureusement, DC a arrêté d'être publié en France pendant 10-15 ans. Et quand je dis arrêter de publier, c'est vraiment arrêt de publication, quoi. Il y a quelques petits trucs qui sont passés, genre les crossovers avec Marvel, Watchmen, parce qu'on pouvait difficilement arrêter Watchmen, pareil pour The Dark Knight Returns d'ailleurs. Mais à part des petits trucs comme ça, ou je crois aussi Bon Anniversaire, donc c'est l'annual avec Superman, Mongul, Batman, Wonder Woman, les Fleurs Roses, tout ça. À part des trucs comme ça chez Comics USA, en fait, on n'a pas eu de décès. Là où dans les années 60-70, voire début des années 80, on pouvait encore trouver des Superman poches, du Green Lantern, des géants des super-héros, et encore plein d'autres titres qui sont super bien. Le premier retour de DC en France, en fait, ça s'est fait vers la fin des années 90, quand, eh bien, tout simplement, Marvel France a été créé, que Lug Semic, en fait, a perdu les droits de Marvel, du coup, du fait que la création de Marvel France, et donc, du coup, Semic s'est dit, bon, bah, on va aller chercher les nouveaux, on va aller chercher DC, quoi. Donc du coup, Strange s'est mis tout d'un coup à publier du DC, jusqu'à ce que eux aussi perdent DC, et que Strange tombe beaucoup en désuétude, malheureusement. Du coup, c'est Panini qui a récupéré DC, Panini qui s'est amusé, tout de même, à essayer de présenter des intégrales, tout comme il faisait chez Marvel. Voilà, par exemple, ça c'est un Superman Archive. Voilà, donc ils appelaient ça les archives DC, en fait. Donc là, c'est l'année 1959 pour Superman. J'ai, je crois, l'année 66 pour Batman aussi. Donc voilà, donc il y en a eu plusieurs de faits. Mais le problème, c'est que je crois que ça n'a pas super bien marché. Pourquoi donc ? Eh bien, c'est très simple. Beaucoup d'acheteurs, en fait, des intégrales Marvel sont, pour une grande part, hein, pas l'ensemble, hein, je me doute bien qu'il y a des cas isolés, mais en fait des gens qui ont lu du Marvel quand ils étaient jeunes et qui en fait veulent juste retrouver les histoires dans une meilleure qualité, parce que leur papier d'époque est peut-être un peu jauni, peut-être parce que c'est aussi plus simple d'avoir un seul bouquin, bref, pour plein de choses, peut-être aussi qu'ils les ont vendus, qu'ils les ont perdus au fil du temps, bref, pour plein de choses, les intégrales Marvel fonctionnent beaucoup à la nostalgie. Chose sur laquelle DC ne peut pas trop fonctionner par chez nous, en France, puisque eh bien, ils n'ont pas été publiés pendant pas mal de temps. Et c'est sans doute parce que cette nostalgie n'était pas présente, et qu'il fallait éduquer un petit peu et montrer un petit peu comment fonctionnait cet univers, que l'éditeur Urban, quand il a repris les droits de DC au début des années 2010, a préféré publier des anthologies, plutôt que des intégrales. C'est-à-dire des petits récits choisis, histoire de te montrer comment ça va fonctionner. Personnellement, j'ai jamais été un très grand fan de ces anthologies, parce que je suis pas forcément le public. C'est cool d'avoir certains titres en français, voilà, comme par exemple Le Flash des Deux Mondes, des choses comme ça, mais voilà, c'était clairement pour un public qui ne connaît pas DC, pas vraiment pour un public d'initiés, où je fais plus ou moins partie quand même. Donc autant vous dire que je suis très heureux de voir Urban prendre la voie de Panini et de faire des intégrales par année. Voilà, alors bien sûr ils vont tenter sur le personnage qui marche extrêmement bien, Batman, difficile de leur en vouloir pour ça, mais j'espère vraiment que ça va aller sur d'autres personnages. Mais avant de rentrer encore vraiment dans les œuvres, pourquoi ça ressemble à ça en fait ? Eh bien ça ressemble à ça tout simplement parce que ça reprend plus ou moins la maquette d'une édition qui sont donc les Chronicles. Voici donc The Batman Chronicles et The Superman Chronicles en VO. Voilà. Et alors ça ne fait que reprendre en fait. On va dire l'idée de l'ambiance, hein. Vous verrez en regardant les différentes choses que c'est finalement très différent. C'est aussi très différent en format de ce qui est proposé à l'intérieur.
Tout simplement parce qu'en fait, ces Chronicles, elles, ont décidé eh bien, de faire un ordre chronologique et de repartir du début. Voilà. Donc là, par exemple, donc je suis dans le volume 3 de The Batman Chronicles. Eh bien oui, je suis dans les années 40. Ah là là. Mais au moins c'est en couleur et c'est très bien. Voilà, je les aime bien. Même si, et là il me faut le dire, ce n'est pas du tout ma façon préférée d'avoir ces histoires. Et c'est là que je vous disais que oui, j'ai pas mal d'histoires en double. Parce qu'il y a en fait une autre collection chez DC qui reprend, on va dire, les histoires des personnages selon les différentes ères. Et donc ça, c'était vraiment mes séries préférées. Voilà, je vous présente Superman The Golden Age, Batman The Golden Age, et bien sûr, ne l'oublions pas, Wonder Woman The Golden Age. Donc ce sont des collections qui reprennent donc du tout début des personnages. Voilà. Et qui en fait était publié donc exactement à l'identique, c'est-à-dire que eh bien, si jamais on avait un petit encart pub, eh bien on le retrouve. C'est trop bien. Voilà. Ce sont malheureusement des collections qui n'ont jamais été très loin. Par exemple, là, en termes de trade paperback un peu souple, qui est ma version que je préfère, parce que c'est beaucoup moins gros que les omnibus qui sont proposés à côté, et aussi c'est putain de moins cher, donc du coup tu peux te permettre de t'en acheter un peu régulièrement, quoi. Malheureusement, sont plus ou moins à l'arrêt. Par exemple, Batman Golden Age s'est arrêté à son 6e volume souple. Superman s'est arrêté à son 5e, Wonder Woman à son 3e. Voilà, et c'est pareil pour les autres époques, parce que bien sûr ils ne se sont pas arrêtés à l'âge d'or. Par exemple, pour l'âge d'argent, on peut avoir des choses très très intéressantes. Green Lantern, Supergirl, Flash, et bien sûr, la Justice League. Bah oui, quand même. Et pour des titres un peu plus dans l'âge de bronze, par exemple, on peut avoir d'excellentes séries comme Swamp Thing, et Brave and the Bold. Et ça, c'est trop bien. Malheureusement, DC actuellement essaye vraiment de pousser cette collection vers le format omnibus. Donc voilà, donc ça c'est l'âge d'argent d'Adam Streich, qui est le seul omnibus que j'ai de cette collection. Alors, du coup, c'est légèrement moins facile, voilà, c'est plus lourd, c'est plus chiant, et c'est beaucoup plus cher, parce que là où, par exemple, tu peux t'en sortir pour 24,99, donc 25 $ pour ta version un peu souple, là c'est 99,99, donc c'est 100 $, quoi. C'est pas le même budget. Bon, et tant que j'y suis à parler des différentes éditions possibles pour ces gros trucs avec énormément de récits dedans, voilà, l'honnêteté intellectuelle me pousse aussi à parler des showcases, donc qui est en fait l'équivalent des Essentials de Marvel, c'est-à-dire c'est des réimpressions en noir et blanc. Voilà. Même si il y a pas mal de recherches, par exemple notamment dans The Great Disaster, qui est en fait toute une reprise en fait de plein de titres qui en fait forment une histoire continue au fil du temps. Donc de cette histoire du grand désastre, de comment la Terre va disparaître dans une holocauste nucléaire, comment va y avoir donc les Atomic Knight, un peu de Kamandi, des choses comme ça, voilà. Et aussi Hercule. Voilà. Donc bien sûr, voilà, on peut y retrouver pas mal de personnages un peu cultes, Batgirl, mais aussi bien sûr Superman et Batman. Voilà. Voilà. Mais après, j'ai tendance à moins aimer ces rééditions en noir et blanc, tout simplement parce que je trouve que la couleur apporte pas mal, notamment, alors plus chez Marvel, d'ailleurs je trouve. En tout cas à la même époque, plus chez Marvel par exemple, le Essential X-Men sans la couleur, les X-Men sans la couleur, ça marche vraiment pas. Je suis désolé, ça me parle pas. Là où par exemple, un petit Superman team-up sans la couleur, ça passe. Mais bref, revenons à nos moutons. Et donc, on a compris que Urban, pour garder un semblant de cohérence, a en fait repris le système des Chronicles, qui est plus ou moins à l'arrêt, en fait, malheureusement, puisque c'est pareil, on n'a jamais été
trop loin en fait. On n'est jamais sorti de l'âge d'or pour ces Batman Chronicles. Mais du coup, c'est dit, bah tiens, et on va en faire notre propre sauce. Alors, qu'est-ce qu'elle vaut cette propre sauce? On va commencer tout simplement par parler un petit peu de l'aspect général, et pour ça, bah, je vais prendre les deux. Niveau aspect général, on peut dire que la maquette marche bien, et surtout, Urban a décidé, enfin, ça me fait plaisir, de sortir du sacro-saint dos noir, ce qui me fait diablement plaisir. J'aime bien avoir un peu de variété dans mes étagères, et le noir, voilà, c'est un peu triste à la fin. Et en plus avec l'idée de faire une frise, alors là ça ressemble beaucoup à du Batman de Miller, hein, ça ressemble beaucoup à du Year One. Donc voilà, et puis sans doute du coup on va avoir plusieurs petites choses. Et j'aime beaucoup aussi le derrière, donc avec une image en gros plan, le petit résumé, et aussi eh bien, tout ce que tu peux retrouver à l'intérieur. Et ça c'est cool. Niveau maquette, ça marche. On retrouve aussi donc quand même un petit effort dans la reliure. Petit, hein, pas extraordinaire, mais petit. Donc, quand on regarde bien, normalement c'est un bouquin qui ne se décollera pas de sitôt. Ou en tout cas, pas si facilement. Je vous le dis en tant que bibliothécaire, qui doit en fait généralement raccommoder dès qu'on reçoit en fait des livres, simplement parce qu'ils sont juste collés. Ici, on a une vraie reliure. Et c'est très bien, on voit bien le bout de carton ici en fait qui est important. C'est en fait ce qu'on rajoute nous en tant que bibliothécaire, histoire de protéger un peu plus le livre. Et ben c'est pas mal tout ça. Et donc, maintenant le cœur de l'ouvrage, c'est-à-dire que bah, pour le moment j'ai plutôt une très bonne impression de l'ouvrage, rien qu'en le voyant, tout ça. Qu'est-ce que ça vaut à l'intérieur? Eh bien l'intérieur c'est tout simplement l'année 1987 de Batman. Alors, c'est très intéressant parce que Urban a décidé d'utiliser une façon un peu rigolote de classer ces histoires. Là où par exemple Panini parfois mélange un petit peu les séries, Urban se sont dit non, on va pas mélanger les séries. Vous allez avoir plusieurs tomes pour chaque année et chaque année ce sera une série. Par exemple, nous sommes dans l'année 1987. Le premier tome représente le titre Batman, et le deuxième tome, toujours de cette année 87, représente le titre historique et celui où est né le personnage Détective Comics. Nous avons également dans celui-là, le tome 1, un petit bonus, et le petit bonus c'était Batman, le fils du démon. Une de ces histoires publiées par Comics USA qui essayait de nous faire parvenir un peu de DC Comics pendant la sombre période de ces années 90. Ah là là. Et donc du coup, bah, vous voyez encore un truc en double. Mais c'est plutôt intéressant de l'avoir publié ici, puisque bah, à part cette ancienne édition, qui remonte aux années 90 tout de même, eh bien nous n'avions pas eu de réédition de ce titre qui est plus ou moins aussi important, parce que c'est de là que Grant Morrison s'est dit tiens, et si Batman il avait un fils avec Talia, tiens. Parce que le principe de Batman, le fils du démon, c'était justement de parler en fait de la conception de Damian et de comment Batman passe à quelques doigts de travailler main dans la main avec Ra's al Ghul. Et puis bien sûr, petit crac-crac. Mais bien sûr, ce n'est pas tout, et donc on retrouve donc l'année 87. Pourquoi avoir décidé de commencer à l'année 87? En fait, je suis quelque part très content que j'ai décidé de commencer vers cette année-là, parce que c'est en effet très valide, on va dire éditorialement, puisqu'en effet, eh bien, figurez-vous que en 86 a eu lieu Crisis on Infinite Earths. L'univers DC n'a pas été rebooté, mais ses personnages si. C'est-à-dire que beaucoup de ces personnages ont vu des nouvelles origines pour eux. Voilà. Et bah donc du coup, c'est pour ça qu'on reprend à cette année 87 avec Batman Year One. Batman Year One qui n'est pas le premier récit, puisqu'on commence d'abord avec eh bien, deux petits numéros. Voilà. Qui sont sortis respectivement en décembre 86 et janvier 87 de Max Allan Collins. Max Allan Collins, en fait, c'est le scénariste que vous allez beaucoup retrouver tout simplement sur ce titre,
Parce que c'est lui qui reprend qui va en gros scénariser la majeure partie de cette année 87. Du coup, comme il a commencé en décembre 86, ils se sont dit que c'était très intéressant de le publier, et je suis parfaitement d'accord avec eux. Max Allan Collins est un auteur qui fonctionne sur Batman. Il est il est bien. Et après, il est pas ouf. Voilà. Je lui préfère d'autres auteurs qui vont revenir un peu après. Même si il fonctionne bien. Et voilà, on a quelques personnages qui marchent très très bien. Même si Allan Collins marche très très bien dans une certaine idée de Batman, c'est-à-dire un Batman un peu entouré de freaks. Voilà, que autour de lui, il y a plein de personnages bizarres et tout ça. C'est vraiment ça que Allan Collins va plutôt mettre en place, avec l'espèce de vieille dame en fait qui en fait tient une espèce de pension en fait pour éduquer les gens dans Crime Alley. Donc c'est un peu les bas-fonds de Gotham, et en gros en fait se révèle être quelqu'un en fait qui utilise cette pension pour en fait recruter des membres pour son propre gang. Voilà, on est vraiment dans une galerie de freaks. Et d'ailleurs c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui ne se cache pas, et en fait on a énormément de textes éditoriaux qui sont repris, donc soit d'époque, soit des choses créées par l'équipe. Et donc par exemple là on a Max Allan Collins qui nous explique que lui il s'est inspiré de Dick Tracy, et Dick Tracy en effet c'est une large galerie de freaks qu'on retrouve. Mais vous n'aurez pas que du Allan Collins, puisque vous aurez aussi d'autres scénaristes, comme Jim Starlin qui commence ici sur Batman, et aussi Joe Duffy qui nous écrit une bonne histoire one-shot située un peu avec une ambiance très japonaise, les musées, les vieilles armures des samouraïs, et qui est une très bonne histoire, et aussi une petite histoire voilà, qui nous vient en fait d'un numéro annuel, dont notamment une histoire d'Alan Moore, ce qui est très très bien, et aussi une petite histoire dessinée par un de mes chouchous, Norm Breyfogle, qui est vraiment un de mes chouchous en termes de dessin sur Batman. Voilà. Et puis bien sûr, les deux grosses choses qu'on va retrouver là-dedans, ça va être Batman Year One de Frank Miller et David Mazzucchelli, qui est toujours pour moi l'histoire de référence en ce qui concerne les origines de Batman. Ici, réédité, non pas dans la version un peu recolorisée qu'on peut connaître actuellement en fait, mais vraiment dans son jus, c'est-à-dire avec la patine. Comme on l'a connu en fait dans sa toute première édition, c'était avec cette patine-là. Et donc du coup, comme ils ont déjà traduit Year One, en fait, tout ce qu'ils ont fait, c'est juste reprendre la patine. Et la traduction est déjà faite et tout ça. Et c'est plutôt une bonne idée de proposer une version légèrement différente. Pour ceux qui avaient déjà Year One par exemple. Et puis Batman, le fils du démon, de Mike W. Barr, un scénariste que j'aime beaucoup, notamment sur Batman, mais aussi sur d'autres titres, comme par exemple les Outsiders. Et voilà. Qui donc nous donne le Batman Son of the Demon, le fils du démon, que l'on retrouve à la toute fin, et qui a pendant longtemps été hors continuité, et plus ou moins remis au goût du jour, avec Grant Morrison. En tout et pour tout, franchement, c'est un ouvrage solide. Max Allan Collins est un scénariste qui fonctionne. C'est pas mon préféré, et c'est pas vraiment la version dont je préfère voir Batman personnellement, mais les histoires sont bien. Un peu classique, en même temps on est en 87, tu m'étonnes qu'en 2022 on puisse trouver ça un peu classique, c'est un peu le principe. Après, classique ne veut pas dire mauvais. Et puis voilà, il y a Year One, si vous n'avez pas Year One, c'est une bonne alternative pour l'avoir à pas cher avec d'autres trucs et dans son jus. Batman Son of the Demon est vraiment bien. Il y a de très bonnes petites histoires one-shot, encore une fois l'histoire de Joe Duffy, l'histoire d'Alan Moore et tout ça, c'est... Voilà, allez-y. C'est des histoires centrées sur les vilains en fait, les histoires de l'annual. Il y a une histoire donc d'Alan Moore sur Gueule d'Argile en fait, qui essaye de trouver l'amour. Alors c'est pas le Gueule d'Argile que vous connaissez du dessin animé. À cette époque-là, en fait, on est encore dans ce flou où justement l'univers d'essai n'est pas rebooté, donc il y a encore plusieurs Gueules d'Argile, parce que plusieurs personnes ont pris la même chose.
Et là, c'est un qui a un peu perdu la boule. Voilà. Et on a aussi une histoire d'amour, où tout simplement le pingouin peut-être va pouvoir trouver l'amour et peut-être même redevenir intègre suite à cela. Qui sait? En tout cas, ce premier tome fonctionne très très bien. Qu'en est-il du second? Alors le second, il est plus petit en pages. C'est un peu triste, mais bon, je comprends. Puisque, bah voilà, pareil, ils ont commencé donc avec le numéro en fait de décembre 86, puisqu'il y avait aussi un nouveau scénariste qui se ramène, mais voilà, on n'a pas d'annual pour Detective Comics, et bah, on n'a pas de grandes œuvres comme Le Fils du Démon à rajouter à la fin. C'est pour ça qu'il est plus petit. J'espère que dans des éditions futures, on pourra avoir largement plus de choses, surtout que plus les années vont passer, plus il va y avoir de publications liées à Batman. Donc j'ose espérer beaucoup. Là, on est sur un tome qui est intégralement scénarisé par la même personne, et c'est Mac W. Barr. Mac W. Barr, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Par exemple, c'est le scénariste de Camelot 3000. Voilà. C'est quelqu'un qui mérite absolument d'être lu. Et son Batman est bien intéressant. Avec une petite réserve que je ferai en temps voulu. En fait, là, tout simplement, j'ouvre le sommaire, histoire de me remettre vite fait en tête, et vous en parler. Donc ça commence très sympathique, voilà, on est sur un... En fait, on est sur ce que j'aime bien qu'on peut faire avec Batman, c'est-à-dire pas forcément tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'il va commencer en faisant quelque chose où on sent qu'il y a des envies de la folie un peu qu'on peut retrouver dans l'Âge d'Argent, mais canalisée. Tu vois, c'est pas on va partir dans tous les sens, on va faire n'importe quoi. Non, on va pas faire n'importe quoi. C'est maîtrisé. C'est maîtrisé, donc du coup, à ce moment-là, Batman travaille encore avec Catwoman. Catwoman qui est plus ou moins réformée à cette époque-là. Ce n'est pas une invention moderne. Voilà, même sur une autre Terre, la Terre 2, Batman et Catwoman avaient été ensemble et avaient eu une fille. Cette fille s'appelait Helena Wayne, c'est-à-dire la première Huntress. Voilà, c'était la Terre 2. Une Terre que j'adore beaucoup, et un jour il faudra que je vous parle vraiment en détail de cette Terre-là et pourquoi je l'aime en fait. Voilà. Mais donc du coup, va tout y avoir tout un truc avec le Joker en fait qui va pousser Catwoman en gros à s'éloigner de Batman et à retourner en fait dans ses travers criminels. Voilà. C'est une histoire assez bien faite, elle est en 2 tomes, enfin en 2 numéros, pas en 2 tomes. T'imagines? Ce serait vachement gros. Ensuite, on a une petite histoire très cool avec l'épouvantail. L'épouvantable épouvantail. Et puis voilà, il va y avoir un petit peu aussi du Chapelier Fou, des petits trucs comme ça. On va revenir aussi un petit peu sur les origines de Batman avec mon début et ma fin probable. Et c'est là que l'histoire passe à tout à fait autre chose, puisque il se trouve qu'ici il y a Batman année 2. Batman année 2 n'est pas sorti longtemps après Batman année 1, au contraire, il est sorti en fait directement après, parce que en voyant ce qui commençait à arriver, on va dire que l'éditeur, le responsable éditorial s'est dit fais-nous une année 2. Ah, du coup à l'autre titre, puisque du coup Miller ne comptait pas revenir, hein, voilà, lui il était là pour faire sa petite histoire et après il se casse. Hein. Il n'était pas là pour faire ça, Miller. Donc du coup, Mac W. Barr essaye, et malheureusement année 2 n'est pas du tout au niveau de année 1. En fait, c'est une histoire qui va reprendre en fait l'histoire, on ne sait combien de fois racontée, du meurtrier des parents de Batman, Joe Chill. Et pour le coup, là, on va montrer Batman qui peut-être va commencer à travailler avec lui, qui va commencer à peut-être vouloir prendre une arme à feu, mais sans s'en servir. Parce que la morale de l'histoire, ce sera quand même que Batman reste Batman. Donc Batman ne tue pas, Batman n'utilise pas les armes à feu. Voilà. Miller lui-même le dit, hein, ceci est l'arme de l'ennemi. Voilà. Et voilà, c'est le genre d'image que vous pouvez voir derrière, par exemple, qui sont des images assez marquantes. Mais l'histoire est assez faible en fait, avec un espèce de tueur en série qui du coup décide d'être un Batman un peu plus rentre dedans, qui veut tuer des gens en fait.
mais tuer seulement les mauvais. Et pour lui, les mauvais, ça implique aussi ceux qui se mettent en travers de son chemin, mais qui n'ont rien fait. Voilà. Donc Batman, il est pas très très chaud. Mais de là à remettre tous ces principes moraux en doute, surtout dans une histoire qui se veut la suite de Batman année 1, qui explique très bien quels sont les principes moraux de Batman et pourquoi ils sont aussi forts et pourquoi ils ne bougeront pas, finalement, eh bien, c'est vrai que ça marche pas vraiment. Voilà. Et puis, en plus, il y a un changement de dessinateur en plein milieu, parce que, en gros, on a voulu faire changer juste le flingue au dessinateur Alan Davis, qui avait déjà fait toute une couverture qu'il trouvait très jolie. Alan Davis, il a dit non, je retouche pas ma couverture. Elle avait été approuvée, vous avez dit oui, maintenant c'est comme ça. Et donc du coup, bah, ils ont dû faire avec un tout nouveau dessinateur, quelqu'un qui commençait un petit peu chez DC, qui avait fait 2-3 trucs, mais voilà, qui commençait à peine à se faire un nom, qui s'appelle Todd McFarlane. Voilà. Voilà, donc ça c'est le Batman de Todd McFarlane que vous voyez en couverture. Spawn ne vient pas de nulle part. Voilà. Il faut le savoir. Donc Batman année 2, malheureusement, est pour moi le petit maillon faible de ce tome, mais heureusement, ça ne s'arrête pas avec Batman année 2, puisqu'ensuite on a un espèce de triptyque en fait, mais triptyque assez séparé, parce qu'on peut lire, on pourrait pratiquement lire chacun peut-être un peu de façon séparée. En tout cas, le premier on peut parfaitement lire de façon séparée, le deuxième aussi, qui en fait va commencer donc dans une clinique en fait où les gens récupèrent les organes, les visages et les, enfin voilà, c'est une clinique marché noir où on va réparer un peu tout le monde du monde du crime et aussi faire du trafic d'organes, ce genre de choses. Voilà, c'est toujours joyeux hein, chez Batman. Et ensuite, tout un petit truc qui va découler en fait de cette histoire avec la clinique, avec Harvey Dent, double face, et qui va être très intéressante, je trouve, sur double face, et plus intéressante que l'histoire sur double face qu'avait raconté Max Allan Collins dans son propre titre Batman. Voilà, donc si vous voulez, en termes de run en lui-même, je préfère celui qu'on trouve dans Detective Comics, donc celui de ce volume 2, mais le tome 1 a de très très gros arguments avec Batman Year One et Batman le fils du démon, qui sont des récits vraiment vraiment à lire, vraiment sympathiques. Notons aussi qu'il y a ici, dans ce tome 2, un des numéros de Batman anniversaire dont j'avais parlé il y a quelques temps, donc dans une vidéo sur les meilleures en fait histoires anniversaires de Batman, donc qui est le Detective Comics 572, qui revenait donc sur une histoire de Sherlock Holmes qui était retrouvée, mais voilà, il y avait les descendants Moriarty, les descendants Watson, on va dire, qui voilà, il y avait tout ce monde qui se mélangeait, et finalement beaucoup de personnages qui étaient passés dans les pages de Detective Comics qui venaient donc essayer de résoudre cette enquête, donc comme Slam Bradley, Elan Cattinman, Batman et Robin bien sûr, et voilà, c'était vachement intéressant. Et donc là on l'a en français et je suis super content. Et du coup je suis un peu triste du coup qu'ils aient décidé de commencer en 87, puisque par exemple, si l'on prend Batman, le volume 1 de cette année 87, et que je regarde à chaque fois ce petit sommaire, j'ai toujours un petit pincement au cœur parce que je vois qu'ils ont commencé à Batman 402 et que Batman 400 est une de mes histoires anniversaires favorites de Batman, qui est considérée en fait canoniquement comme la dernière du Batman de l'âge d'or en fait. C'est la dernière techniquement avant le reboot, même si le terme est assez lâche dans ce qui concerne DC. Donc voilà, donc assez... En fait, on est sur un titre que j'aime suffisamment que je suis en train de pinailler sur ce que j'aurais aimé voir parce que j'adore les histoires. Et donc du coup, je vous conseille beaucoup ces Batman Chronicles, bien sûr. Alors déjà, dans l'espoir qu'il y en ait d'autres sur d'autres personnages, autant vous dire que moi, Superman Chronicles, par exemple, je serais à fond.
mais pareil par exemple sur Flash, Green Lantern, tout ça. Surtout qu'en plus Flash, vu les années, on arriverait en fait au run de Monsieur Mark Waid sur Wally West, un run que j'ai dans son intégralité ou presque en VO. Voilà. Mais je crois que je le rachèterai quand même pour facilité de lecture. Ça me refera des doubles, écoutez. Et c'est une excellente histoire, donc qu'elle soit beaucoup plus accessible aux lecteurs VF, ce serait trop bien. Mais aussi parce que les histoires sont cool, en fait. C'est ce que j'ai toujours voulu avoir en termes d'édition d'essai. Alors pour le coup, en VO, il y a aussi une espèce de tentative de faire comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu plusieurs tomes qui s'appelaient Batman The Cape Crusader et Batman Dark Detective. Donc il y en a un qui reprend justement tout le titre Batman et un qui reprend tout le titre Detective Comics à peu près à peu près en commençant cette année-là. Mais y a pas, je trouve quand même que cette édition-là, elle est super belle. C'est ce que j'aimerais voir DC faire en fait, vraiment capitaliser sur ce qu'ils ont pu publier à la manière des épiques de Marvel en VO ou des intégrales de Panini chez nous, et que DC ne fait qu'assez peu. Il faut dire aussi que d'après ce que j'ai pu entendre, donc là encore une fois ce sont des bruits de couloir, donc à prendre avec les pincettes de rigueur, hein, toujours. En fait, Dan Didio, qui était encore en poste il y a assez peu de temps, n'aimait pas en fait ces éditions en fait qui reprenaient les vieilles histoires, parce qu'en fait, pour certaines, elles se vendaient mieux que les nouvelles histoires actuelles. Et disons que ça la foutait assez mal, et je crois d'ailleurs qu'il a commencé vraiment à prendre ombrage de ça quand il a publié son titre Metal Man, et que du coup son propre titre était moins vendu que des rééditions d'anciennes histoires. Voilà, alors prenez-le avec des pincettes, hein. Ce que j'ai dit ce que je viens de dire là à l'instant n'est pas vérifié. Voilà, contrairement à tout le reste. Où là c'est sûr, hein. Ça c'est voilà, pincette de rigueur. Mais voilà, je suis hyper content. J'ai toujours voulu en fait avoir des choses comme ça pour DC. Et en plus, ce n'est pas trop gros. Et c'est en souple, donc en fait, du coup, on peut vraiment les ouvrir comme on veut. On n'a pas le problème, par exemple, quand on a un gros omnibus. Alors déjà, c'est vachement lourd, mais en plus, quand on arrive au milieu de l'ouvrage, parfois, vous savez, les pages sont un peu collées entre elles. C'est difficile de lire vraiment les bouts des cases. Là, on n'a pas ce problème-là. En tout cas, moi, je ne l'ai pas. Et franchement, ça marche très bien. C'est une période que j'aime beaucoup. De Batman, c'est cette période où Batman est certes sombre, mais en même temps très amical, où il y a encore pas mal de joie de vivre qu'on ressent, quoi. On n'est pas dans le Uber Batman qui va devenir paranoïaque, on va dire. Par exemple, le Batman du début des années 2000 était très 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 paranoïaque. Je suis très content que ça ait changé ensuite. Il y a encore de temps en temps des relents de Batman paranoïaque, mais beaucoup moins. Et voilà, je suis très content aussi qu'ils aient commencé par l'année 87 et pas par quelque chose de beaucoup plus, de plus récent en fait, parce que je vous avoue que relire encore une énième fois La Cour des Hiboux par exemple, ça m'aurait vraiment fatigué quoi, parce que j'en ai marre de revoir ressortir La Cour des Hiboux. J'aime bien Urban tenter de faire autre chose, et j'ai vraiment envie que cette série fonctionne. Je la trouve très bien faite, je la trouve au niveau du contenu aussi très intéressante. Par exemple, personnellement, je n'avais pas lu les Batman de Alan Collins. Voilà, donc même pour en fait des gens qui connaissent très très bien, on apprend des choses. Le côté éditorial est extraordinaire. Il faut le mettre en avant. On a des traductions de textes en fait publiés dans la VO en fait, de textes qui viennent des auteurs, des questions, des réponses à des questions. Et sur le volume 2, et là c'est encore
plus extraordinaire, en fait, il travaille avec un vieil éditeur, un vieux responsable éditorial de DC qui s'appelle Bob Greenberger, qui est pas mon responsable éditorial préféré de chez DC, mais il est pas mal quand même. Et donc, du coup, qui vient en fait écrire des textes qui sont ensuite traduits en français et qui sont exclusifs, à la base, à ces éditions. Ça me remplit de joie, en fait, de voir un éditeur qui, en fait, fait vraiment cette démarche-là. Tiens, on va aller chercher les gens qui ont travaillé chez DC, on va leur proposer de venir, de faire un truc exclusif, et... franchement, ça, je veux voir plus. Et je trouve que c'est... en fait, c'est une œuvre de passionné, pour le coup. Et c'est pour ça que j'aimerais bien la voir réussir, cette œuvre-là. Voilà. C'était SN Parod pour un première impression sur Batman Chronicles qui part un peu dans tous les sens. J'en suis parfaitement conscient. Mais j'ai énormément de choses à dire. Vous avez vu, j'ai sorti énormément de trucs de ma bibli. Et voilà. J'espère quand même que ce sera agréable à écouter. Et tout simplement, je vous dis à une prochaine fois. C'était SN Parod. À vous les studios. Et bien voilà, l'épisode est fini, j'espère que vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire, un pouce, bref, toutes ces petites choses, à aller voir éventuellement les chaînes secondaires, la chaîne Twitch, twitch.tv/snparod, éventuellement les différents podcasts auxquels je participe, comme Mission Comics ou les GG Comics, et surtout, bonne life.